Muchachas, muchachos. Aujourd'hui, on parle de Ligue espagnole. Non, c'est faux. C'est On parti. parlait bien sûr de la Free Agency qui a Free Agency. motivé. Oui, ouais. Excusez-moi pour l'accent. Ouais. Qui a motivé Important. et qui a fait pas mal débat dans ces derniers temps. On va essayer de revenir un peu bien sûr sur les principaux trades. Essayer d'évoquer les grands noms qui peuvent rester sur le marché et surtout quelle équipe a pu upgrade son équipe ou inversement c'est un peu loupé et on va revenir juste avec tout ça après le générique. En intro, aujourd'hui c'est Free Agency. Pour ceux qui sont moins au fait, tous les fins de contrat chaque année, tous les joueurs qui arrivent en fin de contrat ont la liberté entre guillemets de choisir un club et de re-signer où ils le souhaitent, sans entrer dans les détails de player option, etc. de chacun des joueurs et des équipes aussi qui peuvent activer leur option, mais en gros, pour faire simple, chaque joueur qui est en fin de contrat peut signer où il veut, à n'importe quel prix, sans inclure forcément d'être échangé contre quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne en NBA. Et on va essayer du coup de revenir sur les principales signatures de cette année. Et il y en a eu, effectivement. Et ouais, Shams Charania, l'insider principal de la ligue, l'avait annoncé. Ça serait une des plus folles intersaisons. Bon, on se doute que le fait que le Vosges étant parti à la retraite, ça l'arrange aussi de l'annoncer comme ça. Mais pour le coup, pour l'instant, il n'a pas menti. Au moins, il y a eu du mouvement et il y a eu des beaux mouvements, effectivement. On s'échauffe peut-être un petit peu avec les prolongations qui étaient plus ou moins attendues, en tout cas. Et après, on rentrera dans les gros mouvements. Et puis, on va peut-être commencer par du bleu-blanc-rouge avec Nicolas Batum qui re-signe avec les Clippers. C'était annoncé avant même le début, sauf que bon, ils n'utilisent pas le même wording, mais en gros, on savait que ça allait se faire. Du coup, il a re-signé sur 2 ans pour 11,5 millions de dollars avec cette fois-ci ce qu'on appelle un trade kicker, c'est-à-dire que si il venait être transféré ailleurs, comme ça avait été le cas quand il avait été envoyé à Philadelphie, il toucherait plus que ce qu'il touche à Los Angeles, parce qu'on le sait, lui, son souhait, c'est de rester aux Clippers. Clairement, et au-delà des Clippers, c'est la ville de Los Angeles et Ouais. on l'a déjà entendu plusieurs fois en interview avec sa famille, etc., ses enfants qui sont nés là-bas, etc. Ouais. Il souhaite rester et vivre là-bas. Et bien sûr, les Clippers, au-delà de la ville, dans le sens où Ty Lue et lui ont une relation particulière. Ouais. Et qui lui consacre un temps de jeu qui, à mon avis, lui correspond en termes de carrière, sachant qu'il est sur une fin de carrière, on va dire, mais qui souhaite toujours quand même évoluer et qu'il a toujours une place toujours assez privilégiée dans les effectifs où Tyronn Lue l'a mis. Donc, coach, ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'il a, comme tu dis, même en jouant assez peu, il a toujours un rôle important dès qu'on arrive en play-off, etc. Et puis tous les joueurs autour, même les stars, même Harden, on a vu pendant les play-offs dire du bien de Batum, etc. Donc c'est vrai que je pense que ça lui tenait à cœur. Et puis d'ailleurs, quand il était parti à Philadelphie, ça se savait, il était parti justement sans sa femme et ses enfants. Donc oui, tout intérêt pour lui à rester là, et tout intérêt pour les Clippers aussi à conserver un joueur comme ça, Sri Andy, complètement, qui a fait ses preuves et qui rentre parfaitement dans le moule de l'équipe. Dans les signatures qui étaient
plus ou moins attendus. On va passer rapidement, juste pour les évoquer, avec Trey Jones qui avait fait une bonne fin de saison aux Bulls et qui reste, Sam Merrill qui reste avec les Cavs, Paul Reed, le backup pivot des Pistons qui a re-signé aussi à Détroit. Et puis on a Kyrie qui a re-signé 3 ans avec les Mavs, qui a décliné sa player option, mais bon, étant blessé, etc. Beau geste de nouveau de sa part qui re-signe, mais avec un salaire qui augmente au fur et à mesure et qui permet d'avoir de la flexibilité l'année où il est blessé. Donc on a vraiment l'impression que c'est un Kyrie repenti, c'est un bien grand mot, mais assagi depuis son départ des Nets et son arrivée aux Mavs. On a l'impression qu'il a trouvé un peu une stabilité, l'envie de faire les choses correctement et de rester serein comme il l'a été ces 2 dernières saisons, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a vu parfois des déviances, enfin un Kyrie un peu extravagant sur des déclarations ou même sur des envies de jouer par moment, etc. Et là, effectivement, comme tu dis, quand il décline sa player option, c'est pour prendre moins cher, donc c'est cette première année. Malgré tout, c'est quand même réfléchi, ils perdent pas beaucoup d'argent puisqu'ils continuent d'évoluer, etc. Mais en tout cas, ça leur permet cette année de peut-être recruter davantage et de devenir plus compétitif, sachant que si on réfléchit un peu, les Mavs n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans la durée, on va dire, parce qu'on sait que Anthony Davis, vieillit sans être extrêmement âgé, mais on sait qu'il est souvent blessé. L'avantage, c'est l'arrivée, bien sûr, de Cooper Flag cette année. Est-ce qu'ils pourront, à lui seul, en tant que rookie, leur faire passer un cap directement? Ça semblerait quand même étonnant. Malgré tout, dans un effectif qui reste assez complet, même si ils ont perdu... Ils ont un bel effectif. Voilà, même s'ils ont perdu Luka Doncic, ils ont quand même un bel effectif pour commencer cette année, en tout cas, et après à voir jusqu'où ça peut aller. Tu le disais, ça fait de la place, et du coup, pour faire la transition toute trouvée, ne serait-ce que sur cet effort-là, ça leur a permis de signer D'Angelo Russell sur 2 ans, avec aussi lié avec le départ de Dinwiddie. D'Angelo Russell qui est souvent critiqué un peu partout où il passe, mais malgré tout qui trouve toujours un contrat parce que ça reste un meneur de jeu qui connaît le métier, qui peut être titulaire dans une mauvaise équipe et remplaçant dans une bonne, avec tu sais ce qu'il t'apporte, tu sais que ça risque un peu de flopper et trembler en play-off, mais sur le reste de la saison régulière, c'est capable de tenir le poste 1 à peu près correctement si on parle pas de la défense, quoi, en tout cas. Ouais, je pense que c'est pas une si mauvaise idée. Justement, oui, tenir ce poste ou le laisser à Kyrie et devenir son backup, à voir comment ils vont s'articuler avec les 2 joueurs. Bon, on sait qu'il est blessé. Il parlait même de pouvoir faire jouer les 2 quand Kyrie serait revenu. Ouais, c'est ça. On sait qu'il est blessé en gros, peut-être jusqu'à mi-saison. Enfin, on n'a pas encore de date exacte de retour pour Kyrie, mais faire jouer les 2 ensemble ou faire un peu un mode backup, mais je pense que les 2 peuvent s'articuler ensemble une fois que les 2 seront présents à 100%. Ou bien, comme tu disais, de toute façon, il peut assurer un bon rôle de backup sur le reste de la saison. Donc, franchement, je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça d'avoir été chercher D'Angelo Russell. Sachant que pour finir d'être complet totalement sur les Mavs, ils ont re-signé Dante Exum aussi sur 1 an, qui avait plutôt fait des bons passages et qui peut aussi s'occuper de tenir ce poste. Donc le front de courte, on le sait, de Dallas est plus qu'assuré. Il y aura peut-être même il y a actuellement des rumeurs de transfert. Peut-être que ça va bouger parce qu'il commence presque à y avoir embouteillage avec Cooper Flag. Si Thompson venait à jouer 3, etc. Donc il y aura peut-être des transferts à ce niveau-là, mais au moins ils ont assuré un peu le minimum syndical, on va dire, sur le backcourt en attendant le retour de Kyrie Irving. Au niveau de leur pivot, ils re-signent Dwight Powell sur une option. Ça m'a presque étonné. Ouais,
pourquoi pas, effectivement, une nouvelle fois sur une rotation, mais c'est vrai que Parce que ça, c'est pas forcément la chose à laquelle on s'attendait le plus de la part de bah, Dallas. on va dire qu'avec Lively, Cooper Flag, Davis, Gafford, je trouvais qu'il y avait déjà du monde sur le front de courte. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui voient Cooper Flag jouer sur un poste 3 un peu qui organise le jeu, etc. On verra ce que ça va donner. Vous verrez dans cet épisode, on va un petit peu faire abstraction de la draft parce que il y a déjà pas mal de choses à faire sur les transferts et sur les signatures, mais c'est vrai que ça pouvait paraître un petit peu suspect qu'ils re-signent Dwight Powell, quoi. Sauf si, effectivement, c'est dans le but après d'aller chercher quelque chose. On enchaîne peut-être avec les extensions qu'il y a eu pour les joueurs qui n'arrivaient pas encore en free agent, mais dont les équipes voulaient éviter justement qu'ils arrivent libres à la free agency l'année prochaine. Parce qu'il y a eu... parce que vous allez voir, en général, c'est pas des petits noms, en fait, qui sont re-signés. Donc on va peut-être commencer par le plus important, le MVP en titre, pardon. Monsieur SGA qui signe une extension de 285 millions sur 4 ans. Nouveau contrat record si on parle en termes de moyenne sur la saison. Il va gagner 71 millions par an. Et surtout, c'est pour la saison 2030-2031 où il sera à 78 millions de dollars par an. Donc, je pense que pour la famille Gilgeous-Alexander, Moi, juste un ça million. devrait aller. Juste 1 million. S'il veut partager, si... Mais c'est tout. Je lui en laisse 60 et 70. Vraiment, je n'en demande pas tant. Le PIB du Canada. Donc voilà. Bien sûr, une évidence pour le Thunder. Pour lui aussi, même si, voilà, comme on a dit, il le signe avant la free agency pour soi-disant ne pas le perdre, même s'il l'aurait très probablement pas perdu la saison, le titre de champion et tout ce qui s'ensuit. Mais en gros, l'objectif, oui, c'est ça, c'est de signer avant la free agency et qui risque de signer ailleurs. Une évidence, bien sûr, pour le Thunder et pour lui de rester dans cette équipe. Et puis, de manière globale, que ce soit pour les fans, pour les autres joueurs, ça envoie un message où, écoutez, oui, on tremble pas. Il y a le max à donner à SGA avec tout ce qu'il a fait. On envoie toute la caillasse nécessaire et on se pose pas de questions là-dessus. Autre meneur de jeu où les dirigeants ne se sont pas posés de questions, c'est James Harden qui signe une extension de 2 ans. 81 millions sur 2 ans. Du coup, on reste dans la continuité. Ils ont fait des bons résultats, même si à chaque fois en playoff, on trouve que ça floppe un peu de manière globale chez les Clippers. On ne parle pas uniquement de James Harden. Et moi, ça me surprend toujours un peu de voir le personnage Ballmer qui est complètement fou, ce propriétaire des Clippers, dans ses attitudes, dans le fait de mettre 530 toilettes dans son stade, etc. Mais par contre, il en est fier, c'est ça le pire. Sa plus grande fierté dans sa nouvelle salle. C'est ça. Et de se dire, même dans les toilettes, vous avez la télé pour pouvoir continuer à suivre le match, etc. Et du coup, tu as un personnage complètement démesuré comme ça, mais dans la gestion des joueurs, etc., c'est toujours assez stable, en fait, tu vois. Des mecs comme James Harden, on aurait pu se dire, il va peut-être se poser la question, il a repris de la valeur, peut-être qu'il va vouloir le transférer, etc. Et en fait, non, sur ça, c'est plutôt linéaire de manière générale. C'est vrai que en termes... ça reste les Clippers, ils font ce qu'ils peuvent, entre guillemets, avec leur marché, etc. Mais c'est vrai que la gestion n'est pas si pourrie de Steve Ballmer en termes de joueurs qui peut ramener, etc. Alors bon, bien sûr, ça n'a pas fonctionné avec Kawhi et Paul George, choses comme ça, mais c'était quand même des gros coups qu'il avait réussi à faire. De ouf. Ça aide qu'il soit à Los Angeles, mais comme tu dis, bien sûr, c'est quand même il y fait a toujours cet intelligemment. attrait de la ville, mais les Clippers, malgré tout, sont toujours forcément tout de suite un cran en dessous par rapport aux Lakers. On l'a répété avec l'année dernière, l'ouverture de leur salle, etc., qui leur donne un peu plus de notoriété et un peu plus d'intérêt à proprement dit pour cette franchise-là, plutôt que de partager une salle.
La venue de James Harden pouvait poser question. En tout cas, il a fait le travail l'année dernière. Bien sûr, ils ont été en play-off, ils ont même été plutôt combatifs par rapport aux années précédentes. Je trouve ça assez logique de re-signer un James Harden qui a fait une très bonne saison. C'est clair. Et de poursuivre sur cette continuité avec Zubac, etc., qui va pouvoir l'entourer. Donc, je pense qu'une nouvelle fois, il faudra un peu se méfier des Clippers qui auront, hormis James Harden, pas de très très gros noms, si je peux dire, dans l'effectif, mais qui seront toujours dans les équipes 4, 5, 6e à l'Est et qui pourront embêter pas mal de monde. Je suis d'accord. Pour rester rapidement sur les Clippers, puisque c'est tombé, pour être transparent avec vous, on enregistre là ce lundi 7 juillet, c'est tombé il y a quelques minutes avant qu'on enregistre. Du coup, j'ai pas tous les détails, mais transfert de Norman Powell, qui ça pour le coup peut être un peu surprenant. Alors, comme c'est tombé juste avant, j'ai pas été voir ce que ça donnait au niveau des contrats, etc. C'est peut-être là que ça se joue, parce que tout à l'heure on vous expliquera justement qu'il y a beaucoup de transferts qui s'expliquent par la partie business plus que par la partie sportive. Donc Norman Powell qui est envoyé à Miami et les Clippers qui récupèrent apparemment John Collins, Kevin Love et Kyle Anderson. Et il y a bien sûr des tours de draft dans l'histoire. C'est un transfert à 3 avec le Jazz et le Heat. Donc j'ai pas encore tout le détail, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant qu'il ait été envoyé après la nouvelle saison qu'il vient de faire, où il a été dans les discussions de même trophée individuel de MIP, etc. Bête de scoreur en début de saison quand Kawhi était pas là et tout ça. Donc c'est un peu surprenant. C'est vrai que ça peut être surprenant vu la saison qu'il vient d'effectuer. Je pense qu'ils essayent de récupérer un peu d'expérience, mais surtout des tours de draft en contrepartie. C'est ça. Peut-être pour construire un avenir. Là, moi, je vois plus les Clippers, ils ont essayé de construire une équipe de vétérans. On peut ajouter la signature de Brook Lopez dans leur effectif là, en termes de free agency qui arrive à l'âge de 37 ans. Voilà, je sais pas, est-ce qu'ils sont en reconstruction avec l'apport de joueurs expérimentés, puisque ne serait-ce que leurs 3 signatures, Batum, mais Harden attends. Je reprends ce que je vous ai dit. En fait, John Collins, lui, arrive à Los Angeles et Kevin Love, Kyle Anderson et un deuxième choix de draft des Clippers arrivent à Utah. Voilà. Donc clairement, on peut parler de reconstruction, vu... Force à vous, Kevin Love et Kyle Anderson, qui vont passer de Miami à Utah. Ouais, c'est sûr que ça va pas être le même climat, pas la même ambiance. En termes de ville, ouais. Kevin Love va retourner en dépression, c'est dommage à lui. Ouais. On espère que son psychiatre le suivra jusqu'à Utah. Et pour finir, oui, du coup, le recrutement et la signature de la free agency avec une moyenne d'âge de 36 ans sur ces 3 joueurs, donc pour le coup, c'est sûr que t'es pas dans la progression à venir pour ces 3 joueurs, quoi. C'est clair. L'arrivée de Brook Lopez, rapidement, ouvertement annoncé backup de Zubac. Intéressant pour le côté défensif et capable de stretch de la part de Brook Lopez, qui est un profil totalement différent de Zubac pour le coup. Même si des fois j'ai presque trouvé qu'il y en avait qui en faisaient trop sur ce transfert en mode super coup, génial, Brook Lopez, etc. Bon, c'est quand même un joueur qui est en fin de carrière, qui reste moi, c'est plus ça bon qui défenseur et tout ça, mais... Le joueur en lui-même, oui, mais son dos, son âge, tout ce qu'on veut, ça. Je demande à voir. Mais sur le joueur et la personne en lui-même, oui, bonne idée. Je te propose qu'on continue du coup sur ces petites signatures qu'il y a eu. Enfin, petite façon de parler. Puisqu'on a Jared Jackson Jr. qui signe une extension, lui, de 5 ans. Donc j'ai trouvé ça super long, même s'il est très jeune.
240 millions de dollars sur 5 ans. Et je sais pas si toi tu le ressens comme ça du coup, mais pour moi ça devient, de par sa signature, ce contrat, le vrai numéro un de Memphis en lieu et place de Ja Morant. Ouais, je pense. Je pense qu'ils ont lâché l'affaire avec le personnage, entre guillemets, de Ja Morant. Hmm. Qui En tout cas, ont leur vu... sécurité, ça sera lui. Voilà, c'est ça. Qui Ouais. ont vu un peu le personnage que pouvait être Jared Jackson Hmm. Jr. Plus de sérieux, plus d'implication, à mon avis, en termes basket et dans la sphère Ouais. basket. À l'inverse de Ja Morant, où on a vu pas mal de déviance, etc. Hmm. On ne saura jamais ce qui deviendra une superstar, même s'il l'est plus ou moins, mais Ouais, ouais. ses sorties ont un peu nui à sa carrière. Effectivement, avec cette signature, on peut clairement dire qu'en tout cas Memphis met tout sur Jared Jackson Jr. En tout cas, le pari d'avantage sur lui, Hmm. à mon avis, toujours dans l'espérance qu'un Ja Morant puisse continuer à faire l'affaire. Mais pour le coup, oui, c'est sûr qu'avec une signature, avec un budget pareil, c'est clair que ton option numéro un se porte sur lui, quoi. Plutôt logique aussi, je trouve, en vrai, dans Logique le fait de avec s'organiser comme ça. Hein. son niveau, son potentiel, etc. Franchement, il y a pas scandale. Peut-être un peu cher, après, on- c'est même pas sûr à 100% hein, dans les Ouais, contrats c'est qu'on toujours voit ça. En fait, actuellement. pour ce tarot-là, qu'est-ce que tu peux signer de mieux? Pas Je sais pas, grand-chose en vrai, sur tu autant vois. de temps, Surtout de etc. disponible, quoi. Ouais, Mm. clairement. Non, je pense que Memphis, pour le coup, on sait qu'on les trouve toujours un peu middle, dans le sens où ça ose jamais faire de très gros coups, ou alors ça fait des petits transferts à droite à gauche pour toujours rester huitième à l'ouest, comme on l'a déjà dit dans certaines vidéos, et ce qu'on pouvait leur reprocher. Je pense pas que lui seul pourra leur permettre de révolutionner une franchise, de les emmener super loin, ou alors son potentiel n'a pas encore été clairement exploité. Mm. Mais Memphis, à l'heure actuelle, n'avait, à mon sens, pas mieux à faire en termes de signature. Je suis assez d'accord avec toi, et pour revenir sur le cas de Ja Morant rapidement, effectivement, je pense qu'en fait, il mise toujours sur le fait que ça va marcher, mais en gros, vaut mieux sécuriser Triple J que Ja Morant. Et Ja Morant, bah, s'il faut à un moment donné l'inclure dans un trail, il sera inclus sans problème. Mais au moins, on a conservé notre meilleur joueur, ratio meilleur joueur, fiabilité, quoi, on va dire. Ils sont pas restés inactifs sur le reste. Ils ont perdu Desmond Bain, qui est quand même une grosse perte pour le coup, dans un échange avec KCP. Ça va leur apporter beaucoup, le voient déjà comme en gros celui qui va devoir encadrer Ja Morant, KCP, de par son expérience, de par la mentalité du joueur, qui est un joueur dur, etc. Il n'a pas mis dedans à la hauteur de ce qu'ils attendaient quand il était à Orlando. Par contre, dans la mentalité, c'est toujours irréprochable. Ça va apporter de la défense, ça va correspondre au grit and grind des Memphis Grizzlies. Bon apport pour le coup, je pense. Et dans ce même transfert, il récupère aussi Cole Anthony qui, toujours sur les lignes arrière, peut apporter en sortie de banc dans les rotations avec Ja Morant, sachant qu'ils avaient aussi perdu Marcus Smart au cours de l'année dernière, quoi. Mm. Il y a Luke Kennard qui s'est en allé aussi. Et Jay Huff qui est parti aux Pacers. Bon, ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure s'il reste de la place. Surtout Luke Kennard et les Hawks qui ont fait pas mal de choses. Pour rester complet rapidement, ils ont aussi signé Ty Jerome, du coup, qui a fait une grosse saison en sortie de banc l'année dernière. Ça aussi, ça peut être bénéfique vraiment pour eux, pour le coup. Et je trouve que c'est assez rassurant dans le sens où t'as l'impression que du coup, ils laissent pas tomber le fait de vouloir être compétitif. Ils ont également signé Jack Landell. Bon, c'est déjà justement à la marge, mais le fait d'avoir signé aussi Santi Aldama et tout ça, je trouve que ça veut dire, bon,
ok, on fait ces moves-là, on reste compétitif. Notre objectif, c'est quand même, l'année dernière, on a fait une grosse saison. Oui, on a complètement floppé en playoff, mais en saison régulière, on est resté compétitif. Donc, malgré les blessures de Zakidi, etc., on a l'intention de rester compétitif la saison prochaine, quoi. Ouais, si tout le monde match et qu'il y a une progression un peu continue justement de tous ces jeunes joueurs qui fait partie de l'effectif de Memphis, franchement, il y a de quoi fonctionner. Bien sûr, on attend absolument un Ja Morant bien plus fort et voilà, C'est avec clair. la combinaison de Jared Jackson Jr., Zakidi, un peu le point d'interrogation sur le Quand est-ce qu'il va niveau revenir? qui, Ouais, qui, qui peut atteindre, parce qu'il a quand même un impact majeur juste par sa taille, etc. Alors, est-ce qu'il pourra ouais, faire la diff? On a toujours Scottie Pippen Jr. qui fait des bonnes paires, des choses comme de ça. ouf. Donc, peut-être que ouais, l'ajout de ces quelques joueurs, les nouvelles signatures vont permettre à Memphis de faire quelque chose d'un peu mieux cette année. J'en suis pas convaincu à 10 000%, mais en tout cas, en termes d'intersaison, on pourra pas leur reprocher grand-chose pour le moment, quoi. C'est clair. D'autant plus pour aller un petit peu dans ton sens qu'on a appris juste après l'extension que Jared Jackson Jr. Était opéré au pied et qu'il y avait au moins 5 mois d'absence. Donc ça sera au moins 3 mois sur la saison, plus le temps de Mm. revenir, plus la lecture de Zakidi. Ça risque de compliquer un peu le début de saison, mais comme tu dis, on ne pourra pas reprocher au front office d'avoir travaillé. Tout à l'heure, on parlait de Brook Lopez, juste rapidement, Bobby Portis a re-signé. Euh, Mm. Chez Est-ce les Bucks. que pour autant, est-ce que pour autant c'est rassurant pour les Bucks tout ce qui est en train de se passer actuellement? Pas On vraiment. vous explique un petit peu tant qu'on est dessus, peut-être. Je pense qu'on peut Voilà. faire le Ils ont point coupé complet Lillard. sur les Bucks. Ouais. Euh, je pense qu'ils sont un peu perdus, qu'ils savent pas vraiment vers où s'orienter. Ils essayent, à mon avis, un peu tout pour convaincre un Giannis de rester dans l'effectif. On sait qu'il y a déjà eu plusieurs rumeurs autour de Giannis, fondées, non fondées. Pour l'instant, non fondées, puisqu'il est toujours présent dans l'effectif. Ouais. Après, j'avoue que quand les rumeurs deviennent de plus en plus fréquentes, c'est que quand même, on se doute qu'il y a quand même un fond de vérité sur un du coup probable départ de Giannis Mhm. si l'effectif venait à ne plus être compétitif. On sait que l'année dernière, la réponse était d'apporter Damian Lillard. On peut parler d'un flop, je pense. Après, bon, bien sûr, blessure, rupture du tendon d'Achille et tout ce que vous voulez, mais là, de venir couper derrière un Damian Lillard, moi, ça m'interroge. En gros, ça prouve, entre guillemets, que tu t'es trompé. Mais bon, et est-ce que c'était le mieux à faire ou pas? Ça, c'est un peu juste l'avenir qui pourra nous le dire, mais bon, j'avoue que c'est un peu étrange, à première vue en tout cas. Ouais. Puisqu'on entre complètement dans le point sur les Bucks, plusieurs choses importantes à avoir en tête, c'est que tu parlais effectivement de Lillard, du coup qui est transféré il y a 2 ans en échange de Drew Holiday. La première saison en playoff, c'est plutôt Giannis qui est blessé, on va dire. La deuxième, bon, cette fois-ci, Lillard qui se fait une grave blessure. Faut rappeler quand même que ce transfert-là, à l'époque, se fait un peu sous l'impulsion d'un Giannis qui, en coulisses, mettrait la pression en disant qu'il veut rester compétitif, etc. Du moins, c'est ce qu'il en ressort officiellement dans les médias. Et puis, là, au début de la free agency, il y a effectivement différentes rumeurs. Une qui est avérée dans le sens où Giannis dit de lui-même qu'il va regarder attentivement ce que va faire le front office des Bucks durant cette free agency. Derrière, il coupe Lillard pour pouvoir signer
entre guillemets, Miles Turner, ça fait... Et derrière, Giannis dit qu'il n'est pas content de la manière dont ça a été fait, la coupure de Damian Lillard. Donc c'est un peu peut-être le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que d'un côté, tu as Giannis qui veut rester compétitif et qui le dit et qui, du coup, de temps en temps, laisse passer des trucs où on sent qu'il peut mettre la pression sur le front office, et en même temps, quand il bouge et que ça marche pas, quelque part sous son impulsion, derrière, il n'est pas satisfait. Là, par exemple, la signature d'un Miles Turner, le fait d'avoir coupé Lillard pour pouvoir faire ses signatures et le fait que derrière ils disent bah je suis pas content de la manière dont ça a été fait. En fait, si tu te dis tu fais tout ça pour satisfaire ton joueur et qu'à la fin il te dit moi j'aime pas ce qui se passe et je veux me barrer, est-ce que c'est pas un peu contradictoire tout ça quoi? C'est sûr que je pense que c'est pas ce à quoi ils s'attendaient, en tout cas en termes de réponse Ouais. de Giannis. Enfin, je pense que c'est pas ce qu'ils ont préféré entendre. Euh, Après, naïvement, je me suis posé la question, est-ce que justement, en plus, parce que c'était un mec des Pacers, contre qui la série s'est un peu Ouais. mal finie, entre guillemets, est-ce que ça ne l'a pas un peu vexé d'aller chercher un Miles Turner? Euh, Au-delà de ça, je suis pas sûr que... Après, je demande à voir, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur fit entre les deux, dans le sens où je veux bien qu'un Miles Turner stretch beaucoup, qui peut jouer à l'extérieur, prendre des shoots, mais ça reste deux joueurs, même si Giannis joue trois, mais même plutôt quatre quand même, deux joueurs dans le Oui. secteur intérieur, avec du coup un peu un backcourt qui est franchement un peu dépourvu de joueurs, quoi. Donc, Bah pour pour moi les... Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Mais Non, enfin, pour finir mon raisonnement, Ouais. c'est qu'en gros, les Bucks vont devenir déséquilibrés, sauf nouvelle signature ou nouveau trade dans cette intersaison, mais pour l'instant, ils me semblent déséquilibrés et ne pas être beaucoup plus compétitifs que les semaines précédentes avant cette coupure et ce trade, quoi. Bah c'est clair. Alors après, c'est vrai que ça a toujours été depuis un bon moment maintenant. Miles Turner a toujours été annoncé à toutes les trade deadlines ou toutes les free agency partant, entre guillemets, comme partant des Pacers. La seule saison où on pense qu'il va rester, finalement, c'est cette année, et c'est l'année où il part. Et c'est vrai que, historiquement, ça a toujours été annoncé comme le fit qui fonctionnerait avec Giannis, comme tu le disais, parce qu'il stretch, etc. Et que, en gros, Giannis fait tout ce que Miles Turner ne fait pas et laisse comme point faible dans un front de courte. Mais par contre, comme tu disais, enfin, le niveau du reste du roster, enfin, les, les re-signatures qui ont été effectuées, enfin, Kevin Porter Jr., Taurean Prince, Jericho Sims, Gary Trent Jr., enfin, c'est pas des joueurs avec qui tu vas chercher un titre, tu vois. Ils ont fait venir Vasilij Micic des Hornets, on sait que le mec ne joue bien qu'en FIBA, hein, enfin, voilà. Gary Harris, bon, ok, mais tout ça, c'est des trucs plus que légers. Il leur manque clairement des... Alors, on peut me dire ce qu'on veut, effectivement, avec le fait que Miles Turner stretch beaucoup, etc. Mais il leur manque clairement des shooters pour justement écarter le jeu à Giannis, qui a besoin de pouvoir pénétrer et qu'on sait que son point faible reste le shoot à 3 points, la mi-distance, etc. Et Ouais. un mec qui organise tout ça. Damian Lillard semblait être la solution miracle, puisque de par sa capacité à prendre des shoots énormes et Mhm. de son poste naturel qui est meneur ou meneur arrière comme vous le voulez. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, Mhm. mais j'avoue que moi je reste assez dubitatif sur la venue de Miles Turner. Est-ce que pour toi, le, en fait, sans parler de complot, est-ce que pour toi, ça pourrait pas être un move des Bucks, en fait, en se disant, bah, on peut pas prendre la décision de transférer un mec comme Giannis, par rapport à l'histoire de ce qu'il représente
pour la franchise et pas se mettre à dos les fans. Mais en fait, la seule chose qu'on attend, c'est qu'il demande officiellement son trade pour qu'on puisse, ça y est, reconstruire et repartir à zéro, en fait. Je pense que de toute façon, ils l'ont bien vu avec le cas de Dallas et de Doncic. Je pense que les dirigeants vont clairement pas se lancer là-dedans, dans une franchise qui attire si peu en dehors de Giannis et de ces dernières années. Donc clairement, c'est pas eux qui prendront la décision d'envoyer un Giannis ailleurs, sauf si effectivement c'est lui qui demande le trade. Enfin, ou alors je serais très surpris quand Qu'il le en demande 2 ans on ait 2 décisions pareilles de la part de Ouais. 2 franchises. Ouais. Et après, est-ce que ce sera mieux géré et mieux compris par les fans? Je pense compris par les fans, oui. Une meilleure gestion, pas forcément, puisqu'après, une fois que le mec a demandé son transfert, on sait que la contrepartie est souvent moindre, plutôt que quand c'est directement la franchise qui va voir les opposants et qui leur demande une contrepartie beaucoup plus importante, quoi. Et moi, c'est exactement là où je voulais en venir. Et après, on va passer à autre chose parce qu'il faudrait presque un épisode pour parler du cas des Bucks actuellement. Mais et je me disais, en fait, la meilleure chose pour les deux, pour Giannis comme pour la franchise, comme tu dis, pour que le joueur conserve sa meilleure cote, même si en vrai, Giannis, la valeur qu'il a actuellement, n'importe quelle équipe irait le chercher, mais forcément, ça les met en position de faiblesse dans une négociation, ça serait en fait que ça soit les Bucks qui disent bon, bah nous, on transfère Giannis et on repart sur un projet complet, en fait. Parce qu'avec là, l'effectif que tu as, la seule façon que tu as de repartir sur une reconstruction correcte, même qui pourrait prendre quelques années, ça serait de transférer Giannis à ton initiative, en fait. Je pense que, voilà, le titre, tout ça, des Bucks, etc., et l'effectif des Bucks, c'est clairement plus le même, et ça y est, c'est fini, et je pense que les Bucks doivent entamer une complète reconstruction. Mhm. Et alors, c'est facile à dire quand tu n'es pas dans Fan de la l'équipe, direction, etc., et fan de la franchise, effectivement, mais je pense que le trade de Giannis accélérera en tout cas une reconstruction si elle venait à se faire, et peut-être faciliterait justement cette reconstruction dans le sens où tu pourrais récupérer une contrepartie d'un mec qui a déjà 30 ans. Je dis pas qu'il est en fin de carrière, mais qui a déjà 30 ans, qui n'a plus Non, mais d'effectifs qui juste. autour, Ouais, c'est ça. et tu récupérerais peut-être 3-4 joueurs d'un niveau correct, avec peut-être des tours de draft, peut-être autre chose, qui te permettrait de reconstruire complètement ta franchise, quoi. On est bien d'accord là-dessus. On va enchaîner peut-être, du coup, comme on est rentré dans le vif du sujet, en partant du cas Bobby Portis, comme quoi ça peut découler sur des grandes discussions. Rapidement, Jakob Poeltl il signe avec les Raptors une extension de 104 millions sur 4 ans. Donc les Raptors croient toujours au développement du joueur, etc. Et juste rapidement, Masai Ujiri qui du coup Ouais. est démis de ses fonctions pour le coup aux Raptors juste après avoir effectué la draft. Donc bon, un peu surprenant vu l'investissement de ce general manager qui a eu aux Raptors pendant ces dernières années, le travail à peu près correct qui avait été fait et qui avait quand même ramené un titre aux Raptors avec la venue de Kawhi. Donc surprenant, en même temps ça faisait un petit moment que les Raptors étaient mid, peut-être qu'ils ont voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière pour essayer de relancer le truc. Donc c'est pareil, eux aussi sont en reconstruction. Ils ont un peu fini de relancer leur reconstruction avec le départ de Pascal Siakam. Mhm. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Bon, après, on peut discuter effectivement des 25 millions par an pour Jakob Poeltl, mais bon, on va pas débattre 150 ans sur les Raptors. Il y aura pas grand-chose cette année. Peu Non. importe les À moins signatures, justement sauf- qu'il y ait des vrais transferts qui viennent Voilà, après, sauf et là où ça signature. pourrait devenir intéressant. Ouais. On va plutôt baser sur des grosses équipes et des grosses signatures. Ouais. Par la suite, Bah, je pense qu'on peut enchaîner avec Houston si ça te va, parce que pour le coup, bah, après avoir parlé d'une
intersaison flinguée chez les Bucks, je pense qu'on peut parler de celle de Houston qui est en train de faire une intersaison assez incroyable, hein. Je crois qu'on peut employer ce Ouais, mot-là. je pense qu'on peut employer le terme. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on fait le plus parler d'eux. C'est clair. Ne serait-ce que, sauf si vous avez été comateux depuis un petit moment, mais l'arrivée de Kevin Durant à Houston, Ouais, voilà, la décision est prise. On se demandait où allait finir Kevin Durant. Ce sera à Houston. Houston a pris la décision d'envoyer leur potentiel futur star, où on se demandait le niveau qu'il pouvait avoir en la personne de Jalen Green. Ils font plutôt comment dire, ils misent sur quelque chose d'existant, de plus âgé et reconnu en la personne de Kevin Durant, et on voit un potentiel futur star, donc Jalen Green. Bonne ou mauvaise décision de Houston, je pense qu'on peut plutôt dire qu'avec en plus les signatures qu'ils ont fait derrière, ils ont quand même pris la bonne décision. En tout cas, ils font un tout pour le tout, c'est-à-dire pour cette saison. Ouais. Après une très bonne saison de leur part, où on les attendait pas si haut, en tout cas dans la conférence Ouest. Bah, clairement, c'est, comme tu dis, ça envoie quand même plusieurs messages, le fait que ce trade se soit fait. Déjà, comme tu dis, la marche en avant est toujours activée, hein. On avait vu qu'ils avaient déjà passé la seconde un peu il y a quelques saisons, en faisant quelques mois, on va dire, en faisant venir des mecs comme Dylan Brooks, comme Jeff Green, comme Fred VanVleet. Et du coup, bah, cette fois-ci, on en avait fait un épisode au cours de la saison où, quand on avait fait la recette de ce qu'il faut pour aller au titre, il manquait clairement à Houston un scoreur élite et d'autant plus une superstar. Bon, bah là, en termes de Kevin Durant, tu coches les deux cases sans problème. On reparlera de son âge après. Et effectivement, ça veut aussi dire qu'ils ont fait le choix de la question qui se posait pour les années à venir. Est-ce que ton projet, c'est Şengün ou Jalen Green? Bon, bah, cette fois-ci, au moins, il n'y a plus de doute. Le projet et le programme, c'est Alperen Şengün plutôt que Jalen Green. Et c'est celui qui, notamment, a été aussi le plus performant sur cette campagne de playoff. Je pense que c'est le plus stable, le plus régulier, en tout cas peut-être Moins le star, plus sûr, entre plus fiable. Voilà, moins Ouais. star, plus fiable, le plus sûr, entre guillemets, Mm. voilà, dans le niveau, dans la constance, etc. C'est clair. Avec, bien sûr, bah, du coup, l'ajout de Kevin Durant, la re-signature de Steven Adams, le trade signature, enfin, tout ce que vous voulez, de Clint Capella. Ouais. Voilà. Houston a clairement décidé d'avoir un effectif, de se donner tous les moyens cette année de gagner, je pense. À cela, vous ajoutez la signature de Dorian Finney-Smith, Ouais. qui vient compenser la perte d'un Dylan Brooks qui a fuité dans le trade qui a impliqué Kevin Durant. Donc, C'est un sacrifice, hein, clairement, vu le travail qu'il faisait. c'est un sacrifice parce que, même si on a déjà dit que la mentalité pouvait être un peu questionnée de Dylan Brooks, mais en tout cas c'était un bon joueur, et je pense que pour le collectif en lui-même, apportait clairement à l'effectif. Après voilà, ils ont pris cette décision. Est-ce qu'ils savaient déjà, ou est-ce qu'ils avaient déjà l'idée de signer Dorian Finney-Smith derrière? J'en sais rien. En tout cas, la signature est bonne en contrepartie. C'est clair. Donc non, une intersaison déjà réussie pour Houston. Dans le même temps, ils ont prolongé Jabari Smith, donc ils conservent le fait, c'était un haut choix de draft, hein, et le fait que du coup il fait toujours partie du projet malgré l'arrivée de KD, donc il y a, comme tu le disais, avec l'arrivée de Clint Capella, de grandes chances pour que ça joue grand encore la saison prochaine, parce que Dorian Finney-Smith, c'est pareil, c'est pas un joueur petit, même s'il est capable de défendre surtout. Et après, le seul ailier dont ils se sont séparés tout récemment, c'est Cam Whitmore,
qui lui avait besoin de temps de jeu. Et c'est presque un peu lui le perdant du truc parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Il y avait même des moments où moi je le trouvais plus fort que Jabari Smith sur certaines choses, peut-être pas en talent pur, mais sur ce qu'il donnait à chaque fois qu'il jouait. Donc ouais, lui il est presque un peu perdant de tout ce qui s'est passé, mais par contre ouais, Houston ça risque d'être haut la saison prochaine pour le coup, avec tout ce qu'ils ont fait comme mouvement, ça risque d'être encore plus haut que ce qu'a été, surtout en play-off. Et ils ont re-signé dans le même temps Fred VanVleet qui a fait un effort financier pour les 2 ans. Donc on sent aussi des joueurs qui sont investis dans le projet, parce que c'est pareil, Dorian Finney-Smith signe pour pas cher entre guillemets, mais pour ce qu'il aurait pu prétendre et ce que c'est recherché comme type de profil. 53 millions sur 4 ans, il les prenait n'importe où dans un autre club. De comparaison, c'est la moitié de Jakob Poeltl, comme on vient tu vois, de le dire pour Toronto. Alors après, tu fais le choix de jouer à Houston et d'être compétitif pour le titre, à mon avis. Compétitif. Donc je pense que j'aurais pris la même décision. C'est facile à dire toujours à l'écart, mais je pense être plus avantagé à jouer dans une équipe pour le titre, qui a clairement fait les signatures qu'il fallait. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire de particulier à part intersaison réussie pour Houston, quoi. Ouais. Si on va dans l'équipe qui a servi de contrepartie à cet échange, les Phoenix Suns, du coup, tu as l'arrivée de Jalen Green et Dylan Brooks via le trade de KD. Est-ce que, on le disait l'année dernière, effectif pas très équilibré aux Suns, etc. Est-ce que ça résout vraiment ton problème d'avoir récupéré Jalen Green, sachant que tu as encore Booker, encore Bradley Beal, même s'ils sont en train de parler d'un buyout, la rumeur est de plus en plus insistante, dans l'état actuel des choses, le backcourt des Suns, c'est toujours pas mieux organisé en fait. Ouais. T'as 3 mecs pour le même poste. C'est toujours le problème à Phoenix. Après, je pense qu'eux, ils se sont dit, on récupère un maximum en contrepartie. Oui. En termes de nom, talent, voilà. Et on verra pour la reconstruction cohérente plus tard, je pense. Ouais. On savait que KD en avait marre de la gestion de l'effectif, des résultats, etc. Et qu'il avait évoqué un trade et qu'il attendait ça depuis quelques temps. Je pense que voilà, on l'a dit un peu avec Giannis, Phoenix a essayé de récupérer une contrepartie. Je pense qu'ils ont essayé de récupérer la meilleure qu'ils pouvaient avoir. Je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. Je suis d'accord avec ça, par contre. Franchement. Alors après, la cohérence de l'effectif, pour l'instant, tu peux t'interroger. Si tu ajoutes la signature de Mark Williams, tu peux dire que ça essaye d'équilibrer. On n'est pas encore sur un effectif totalement cohérent, avec chaque poste pourvu et pas de déséquilibre, mais je trouve ça, entre guillemets, pas si mal de Phoenix. Alors peut-être que je vois trop beau de ce côté-là, mais je me dis pas si mal. Ça aurait pu être pire. Non, moi je suis assez d'accord. Je pense que, comme tu le disais quand tu parlais de Houston, Dylan Brooks c'est quand même un joueur intéressant. Si tu fais un front de courte avec Dylan Brooks et Mark Williams, bon c'est une équipe qui peut jouer à l'heure actuelle. Jalen Green sera sûrement sur le poste 1 un peu plus que Booker, à moins que Booker redevienne un peu ce qu'il avait été par moment la saison dernière, c'est-à-dire l'organisateur de jeu, et Jalen Green un peu le pétard ambulant, et qu'ils arrivent à trouver enfin une porte de sortie pour Bradley Beal, même si on sait que ça leur permettra sûrement pas d'aboutir sur grand chose, parce que même s'ils étalent un peu le paiement du buyout sur plusieurs saisons comme les Bucks l'ont fait avec Lillard, ça leur permettra pas de signer de faire des miracles, mais peut-être que ça leur permettra de récupérer un joueur ou deux
qui reste agent libre et pour refaire un peu un effectif un peu plus équilibré. Pour faire le lien un petit peu entre guillemets avec Phoenix, peut-être parler d'un ancien membre de la maison qui sont aussi liés à Mark Williams. On va parler des Lakers. Les Lakers, du coup, qui signent DeAndre Ayton, qui lui a aussi fait un buyout avec les Blazers, hein, l'ancien numéro 1 de draft qui a fait quelques années aux Suns. Et du coup, les Lakers, après avoir annulé Mark Williams l'année dernière, alors, pas officiellement, hein, il a raté sa visite médicale. Okay, voilà, Luka n'en voulait pas. Mais il a raté sa visite médicale. Et du coup... On fera tout un épisode. On fera tout ça. La partie complotiste de la NBA est truquée. On vous donne le titre d'un épisode qui va arriver. La NBA est truquée. Ça va venir. Vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Il n'empêche, si on reste que sur la partie terrain, entre guillemets, que tu devais avoir Mark Williams, tu t'en sors avec DeAndre Ayton. En termes de mentalité, je sais pas si tu gagnes. En termes de talent, malgré tout, tu passes un step sur le coup. Là, Normalement, tu es censé, oui, être gagnant là-dessus, à voir dans quel état d'esprit, quel niveau il arrive. En plus de ça, du coup, il n'y a même pas de trade qui est fait. On avait évoqué justement la perte qui pouvait être dommageable, alors ça reste à confirmer, mais de Dalton Connect, etc. dans ce trade. Donc pour le coup, et en plus, il se maintient dans l'effectif. T'ajoutes DeAndre Ayton, t'ajoutes la re-signature entre guillemets de LeBron James, sa player option qui a été actionnée, ouais. Voilà, bon, toute petite, je veux dire, entre guillemets, et voilà, et ils ont quand même signé Jackson Hayes pareil en re-signature, ouais. Qui, on l'a dit, clairement pas un pivot titulaire ou quelque chose comme ça, sûr. Mais qui a un impact physique malgré tout, qui en tout cas met de l'énergie, voilà, quand il rentre. Quoi. C'est d'autant plus intéressant la signature de DeAndre Ayton, comme tu disais, qu'il n'y ait pas de trade du coup de joueurs inclus, puisque la signature se fait comme s'il était agent libre, et c'est presque encore plus intéressant que s'il était agent libre, parce que quand j'ai été regarder un peu le détail de la signature, en fait les Lakers vont payer à DeAndre Ayton que la différence de ce qu'il va perdre sur le fait qu'il soit en buyout avec les Blazers, parce que comme il va continuer de toucher son salaire pendant 2 ans par les Blazers, mais un peu revu à la baisse, du coup les Lakers lui donnent que la différence pour qu'il reste au même niveau de contrat. Donc eux ils sont 100% gagnants. Et une nouvelle fois, quand t'es les Lakers, t'arrives toujours à trouver une solution. Il y a toujours une solution pour les Lakers. De toutes ces manigances NBA qu'on peut voir. Mais... Non, je vois pas de quoi tu parles. Pas de centre. On reviendra là-dessus. Ici, en plus, Jake LaRavia des Kings. Ouais. Voilà. Et Jordan Goodwin qui est re-signé également. Voilà. Jake LaRavia qui remplace Dorian Finney-Smith en lieu et place, poste, enfin pas le même style de joueur, mais en tout cas qui vient clairement pour en nombre. Qui est un jeune joueur et qui peut être intéressant dans le complément. C'est un bon joueur de basket. Hein. Oui, c'est pour Memphis, ça. C'est un jeune joueur, bon joueur, qui vraiment vient compléter l'effectif des Lakers de manière assez intelligente, je pense. Je suis d'accord. Ça nous fait peut-être le lien pour passer rapidement par Portland, et puis quand on parle des Lakers, forcément arriver sur les Celtics. Du coup, les Portland, donc, qui a perdu DeAndre Ayton avec ce buyout, qui a enregistré l'arrivée de Jrue Holiday pour encadrer un petit peu le programme des jeunes qui ont fait plutôt une bonne fin de saison dernière, notamment ces joueurs qu'ils ont sur le backcourt, etc. Je pense que ça doit être un bon apport pour l'encadrement et pour tout ce qui peut apporter à une jeune équipe comme ça. Et en contrepartie, du coup, de l'arrivée de Jrue Holiday, Anthony Simons, qui file aux Celtics, qui lui se trouvait un peu entre deux timelines, trop vieux pour les nouveaux jeunes et trop jeune pour les Jeremy Morant, etc., qui avaient encore de cet effectif-là.
Est-ce qu'on en attendra beaucoup plus des Trailblazers la saison prochaine? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, pour le développement, ça peut être intéressant. Mais voilà, un développement un peu assuré et plus encadré que pouvait faire un Anthony Simons qui sera, à mon sens, mieux assuré par un Jrue Holiday. L'envie il sera-t-elle pour ce joueur à Portland? On sait que c'est un mec sérieux, donc il y a des chances. En tout cas, l'encadrement, oui. Après, Portland restera Portland l'année prochaine et ça changera pas grand-chose. Exactement. Et du coup, comme je le disais, Anthony Simons s'envole pour Boston. Boston, qui est une équipe de G-League. On rappelle, la saison prochaine. Non, plus sérieusement, les Celtics, donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ont été rachetés. Les nouveaux propriétaires avaient annoncé faire du ménage. La dernière fois que j'ai jeté un œil au salaire, ils sont passés de 500 millions à 182 millions. Pour la simple et bonne raison, comme on le disait, qui se sont séparés de Jrue Holiday, qui se sont séparés de Porzingis, qui vont sûrement et quasiment à coup sûr se séparer de Al Horford. Le titre semble super loin. Le titre de 2023, semble déjà être d'une ère passée, mais depuis très longtemps, quoi. Et pourtant, oui, pas si loin, ça fait 2 ans à peine, enfin, même pas, 1 an et demi. Et du coup, oui, ça semble loin. On sait que la blessure de Tatum. Et Cornet aussi qui est parti. Excuse-moi. Et Cornet, ouais. La blessure de Tatum qui a un peu tout remis en cause, même si on s'était attendu de toute façon là, cette intersaison des Celtics qui devait faire des choix et libérer de la masse salariale. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont largué Cornet, ils ont lâché Porzingis comme tu as dit, et Jrue Holiday qui est parti. Je pense que il y a un début de reconstruction avec un peu moins en termes de masse salariale. Je pense qu'ils vont essayer de garder leur duo majeur qui est Brown et Tatum, même si on peut encore se poser la question pour Brown. À voir dans l'avenir, en tout cas des Celtics. C'est quasi pas si mal que ça, entre guillemets, dans le sens où ils ont récupéré un Anthony Simons qui peut faire quelques perfs, mais bon, on ne sera pas d'un niveau de Jrue Holiday, mais qui est un petit peu plus jeune et peut leur donner un peu de perspective d'avenir, même si on n'y croit pas en grand chose pour la saison prochaine pour les Celtics. Je suis d'accord pour la saison prochaine, comme tu dis. Après, pour moi, si l'objectif c'est de faire une saison où tu fais le ménage, tu te réorganises et repartir du coup sur une saison 2026-2027 avec une équipe qui s'articule autour de Anthony Simons, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum et un 5 qu'ils auront trouvé d'ici là, franchement elle est belle. Le 5 majeur, t'as fait un an où tu passes un peu sous les radars. Il y a un an où là ils vont faire une pause. On sait que la blessure de Tatum va demander du temps. Et ce sera sûrement mi-saison, voire un peu plus son retour. Je pense qu'ils vont pas se presser non plus, parce qu'ils vont se douter que l'année prochaine, ils seront pas, à mon avis, dans la bagarre pour la première place ni pour le titre. Donc je pense qu'effectivement ils mettent un peu la saison prochaine de côté et qu'ils se disent que, comme tu as dit, sur 2026-27, peut-être l'ajout d'un poste 5 qui pourrait les rendre compétitifs sur l'avenir. Je suis d'accord. Rapidement sur on sait que c'est un joueur qui tient à cœur à la fanbase des Celtics. Pas mal de rumeurs sur Horford. Les plus insistantes les derniers jours, ce seraient les Warriors ou les Lakers. Je vais pas te faire l'affront de te demander chez qui tu préférais qu'il aille, parce que voilà. Mais moi, je trouve que pour lui,
Ouais, les Warriors, ce serait au-delà bien. au-delà effectivement de l'opposition Boston Lakers, mais je pense que ça lui correspondrait plus. Hmm. Euh, Quelqu'un de reconnu, certes, dans la ligue, etc. Je pense pas que ce soit un mec très bling bling et Ouais. qui du coup les Lakers, on sait que c'est une franchise un peu comme ça sur le devant de la scène, qui aime bien les grosses stars, etc. Je pense que, bon, même si c'en est pas une, mais ça lui correspondrait un peu moins avec l'effectif des Warriors et peut-être justement jouer avec un Stephen Curry et un Jimmy Butler, tout ça compléterait bien l'effectif des Warriors et Ouais. qui augmenterait le niveau des Warriors. En fait, je trouve que pour lui en perso, un dernier run Hmm. qui coïncide avec un dernier run des Warriors, ça serait vraiment le fit parfait et comme tu dis, un mec super professionnel. Donc, Et vu les dernières j'aimerais signatures bien. des Lakers, il aurait, à mon sens, plus de place dans un effectif des Ouais, Warriors c'est clair. que celui des Lakers. Euh, on va essayer de faire assez court sur la fin. Il reste quand même quelques justes transferts à annoncer et les deux équipes à parler un petit peu pour ce qu'ils ont fait de bénéfique. Rapidement, juste pour parler des équipes de l'Est qui étaient en forme ces dernières saisons, du moins en saison régulière. Les Cavaliers, du coup, qui ont récupéré Lonzo Ball dans un trade. Euh, qui, s'il n'est pas blessé, peut leur apporter un peu de ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire de défense sur le backcourt, de porter la balle, soulager un peu Donovan Mitchell et Garland, notamment Hmm. en sortie de banc. Après, c'est toujours Il y le a toujours problème point de Lonzo d'interrogation Ball, sur c'est sa combien de temps il va santé, jouer. combien de temps il va jouer, au niveau auquel il pourra revenir. Mhm. Euh, Si c'est effectivement jouer quelques minutes par match et assurer des rotations, oui, je pense que c'est pas un mauvais choix de la part de Cleveland. Il peut un peu plus porter la balle qu'un Isaac Okoro, De manière plus qui est sûre. la manière, la monnaie d'échange dans ce transfert. Et ensuite, du coup, les deux dernières équipes dont je voulais parler, parce que c'est des équipes qui ont fait une belle intersaison et je pense que c'était intéressant de les citer. Les Denver Nuggets, Mm. où on s'est plaint tout au long de la saison dernière du fait que Jokic était mal entouré, qu'ils n'arrivaient pas à remettre quelque chose de fiable autour. Ils semblent laisser partir euh, Russell Westbrook puisqu'ils l'ont pas re-signé. Mais par contre, il re-signe Bruce Brown, qui avait fait partie de l'aventure pour aller au titre. Il a signé juste un an, minimum vet, donc il était parti pour l'oseille et il a pris son argent et il revient au minimum vétéran, donc je trouve que c'est une bonne chose. Il signe Tim Hardaway Jr., qui va apporter justement du shoot qui leur faisait cruellement défaut la saison dernière en catch and shoot, etc. Sur les matchs de playoff ou quand les équipes arrivaient un peu à verrouiller Nikola Jokic. Jonas Valanciunas qui arrive pour enfin que Jokic ait un vrai backup référencé et en état de forme de jouer, parce que DeAndre Jordan était un backup référencé mais qui n'est plus en état de marche, si on peut dire, même si on entend des rumeurs sur le fait qu'il pourrait partir au Panathinaikos. Denver a démenti, et puis après le gros transfert, c'est que le projet Michael Porter Jr. est terminé puisqu'ils l'ont échangé contre Cam Johnson. Sûrement plus fiable que Michael Porter. De toute façon, ça n'a pas fonctionné quand ils avaient plus que lui entre guillemets en troisième Oui, option. Donc, je ouais. pense qu'il était temps de changer. Et effectivement, avec le retour un peu de Bruce Brown, de joueurs qui vont compléter cet effectif, ça peut que être bénéfique pour Denver et pour la suite de la carrière de Nikola Jokic. Cam Johnson et Michael Porter Jr. qui ont à peu près exactement les mêmes stats sur la saison dernière, en étant des joueurs pas totalement opposés, mais quand même un peu dans la mentalité, l'attitude et le côté défensif de l'un et de l'autre. Donc ça va se remplacer, mais je pense que ça collera mieux à ce qu'avait besoin Denver. Dernière équipe
rapidement, qui pour moi a plutôt bien réussi son intersaison, c'est Atlanta, du coup, qui récupère Porzingis, on l'a dit tout à l'heure dans le transfert avec Boston, qui signe Luke Kennard, qui continue un petit peu son road trip en NBA, et qui récupère un agent libre qui était surveillé par pas mal d'équipes, Nickel Alexander-Walker, qui du coup quitte Minnesota c'est une pour très bonne pour idée. Atlanta. Atlanta, on se demandait un peu si ça allait complètement flopper dans le milieu de saison dernière et là à l'intersaison, et c'est plutôt l'inverse. Changement de manager, réorientation. C'est ça. Et en fait, on continue un peu le développement justement plutôt que la reconstruction totale. Je pense que c'est effectivement plutôt une bonne chose avec tous ces ajouts. La montée de Zachary Zaché l'année dernière, qui sera en deuxième saison pour la saison suivante. Trae Young qui s'intègre du coup à l'effectif qui lui est proposé maintenant. Je pense que clairement ils sont en train de monter une bonne équipe, et s'ils arrivent à faire fonctionner tout le monde ensemble, je pense que c'est une bonne idée de leur part. De ouf, d'autant plus vu la place qu'il va y avoir à l'Est avec les blessures de Tatum et de Tyrese Haliburton. Des équipes qui vont profiter des places qu'il y a à l'Est. Les Pistons qui font venir Duncan Robinson en provenance de Miami pour 3 ans. Ça va leur apporter du shoot dont ils pouvaient avoir besoin, et qui signe Caris LeVert. Tout ça vient sûrement un peu compenser le départ de Tim Hardaway Jr. et de Beasley, qui est trempé dans des affaires de paris sportifs sur lesquels il aurait misé sur des matchs dans lesquels il jouait. On sait que c'est totalement interdit en NBA. Le dernier qui a fait ça a été banni à vie de la NBA, donc on espère que c'est pas ce qui lui arrivera, mais en même temps, fallait être un peu plus fut-fut. Et dernière équipe à l'Est qui risque de bénéficier de la place laissée à l'Est par les comment ça s'appelle, les favoris, c'est les Knicks qui ont signé Gershon Yabusele et Jordan Clarkson. On disait l'année dernière que l'apport de leur banc leur faisait cruellement défaut. Là, on a des joueurs qui sont deux ajouts totalement intelligents, et je crois que dans les deux sens, pour les joueurs et pour l'équipe, c'est deux joueurs et pour lesquels pareil les deux l'effectif leur convient, et là pour le coup je pense que New York a eu eux aussi malgré entre guillemets des petits noms, et encore on peut se demander la question de petits noms, mais qui ont ajouté des joueurs qui leur manquaient à l'effectif là, qui leur a peut-être fait défaut pour aller un peu plus loin encore que cette saison en play-off. Tout ceci ajouté à l'arrivée de Mike Brown, nouveau coach qui remplace du coup Thibodeau. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Fin du marathon. Sauf, bien sûr, on ne peut pas parler de trade, de transfert, de free agency sans parler du marathonien des transferts, monsieur Dennis Schroeder, qui enfile le seul peut-être maillot qu'il n'avait pas. Je sais pas, il doit rester 3 équipes où il n'a pas joué. Et du coup, Dennis Schroeder qui arrive aux Kings. Voilà, belle carrière, monsieur Schroeder. Continuez votre parcours. Un peu étonnant qu'il ait Détroit les laissé partir, mais bon. Il aura voyagé gratuitement tout le long de sa carrière, vraiment. Et oui, il aura visité toutes les villes. Cool de ça. C'est ça, il aura où s'installer à la retraite. Donc voilà, vous l'avez compris, grosse intersaison qui a commencé il n'y a pas si longtemps, mais qui est déjà très chargée. Il reste pas mal de joueurs qui n'ont pas été signés, comme Chris Paul, comme Westbrook, etc., qui sont toujours disponibles. Donc ça risque de bouger. Je pense pas qu'on refera un point avant le début de la saison prochaine, parce que les gros joueurs sont quand même à peu près tous trouvés, on va dire, le point de chute, à moins qu'il y ait un gros transfert de Giannis Antetokounmpo qui arrive sur l'intersaison, et là on pourra y Didier, je connais bien Didier. On pourra dédier un épisode complet. Et sinon, la suite va arriver rapidement, notamment
les épisodes complotistes, c'est en cours de préparation. Je prépare. Dernière Il y a beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Dernier point, qui n'a rien à voir avec les épisodes. Beaucoup de mouvements ces derniers temps, que ce soit sur le compte Instagram, beaucoup de nouveaux abonnements, de visionnage, de stats. C'est également le cas sur YouTube, donc on tenait à vous remercier parce que ça aide vraiment à continuer d'évoluer et proposer du contenu de qualité. Donc ça fait plaisir en cette intersaison, cette belle montée en puissance. Donc on espère que ça va continuer tout l'été et comme ça on sera prêt pour le début de la saison prochaine. Mais on a encore des choses à faire pour cet été. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. À très vite. Ciao.